Bonjour et bienvenue dans un nouveau chapitre d'économie de première. Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée? Le nouveau programme fixe 3 grands objectifs d'apprentissage. D'abord, connaître les fonctions et les formes de la monnaie. Ensuite, comprendre comment le crédit bancaire contribue à la création monétaire, à partir notamment de l'étude d'un bilan simplifié d'entreprises et de banques. Enfin, comprendre le rôle de la Banque centrale dans le processus de création monétaire, en particulier à travers l'usage de l'instrument du taux d'intérêt directeur, et comprendre les effets de ces interventions sur le niveau général des prix ainsi que sur l'activité économique. Grand 1, qu'est-ce que la monnaie? Nous pouvons aborder cette question en essayant de visualiser une situation que tout le monde connaît, qui consiste à régler des achats auprès d'un commerçant. De l'essence à la station-service, des bouteilles d'eau au supermarché. Nous disposons pour cela de plusieurs possibilités. Nous pouvons payer en liquide, c'est-à-dire donner de petites rondelles de métal de différents alliages, les pièces, ou bien de petits rectangles de fibres de coton, les billets. Nous pouvons également payer par carte bancaire, c'est-à-dire présenter un petit rectangle en plastique sur lequel sont incrustées une bande magnétique et une puce. Enfin, nous pouvons payer par chèque, c'est-à-dire donner un petit rectangle de papier que nous aurons daté et signé de notre main. Nous trouvons tout à fait normal de procéder ainsi pour payer le commerçant. Pourtant, ces pratiques ont quelque chose d'un peu étrange. En effet, pourquoi le commerçant accepterait-il de travailler et de céder des produits qui ont de la valeur en échange d'objets qui ont, a priori, tels que je les ai décrits, très peu de valeur, ou de la détention provisoire d'une carte en plastique, elle aussi sans grande valeur? La réponse est simple. Il sait que les pièces et les billets qu'il recevra seront acceptés plus tard par d'autres personnes en échange de biens et de services qu'il désire lui. Il sait que en insérant la carte bancaire d'un client dans un lecteur relié à un réseau informatique, de l'argent sera transféré du compte bancaire du client vers le sien et qu'il pourra utiliser cet argent comme paiement en échange d'autres biens et de services. Il pourra, par exemple, payer son électricité. Au total, pour le commerçant, comme pour tous les autres agents économiques, l'argent liquide ou l'argent inscrit sur un compte bancaire constitue ce que les économistes appellent de la monnaie. De ce qui précède, nous pouvons déduire une définition générale de ce qu'est la monnaie, même si nous le verrons dans un instant, de manière classique, la monnaie se définit prioritairement à partir de ses fonctions. En tout cas, un premier niveau d'analyse, la monnaie est un bien ou un actif financier généralement accepté au sein d'une communauté de paiement servant au règlement des dettes issues de l'échange. Dans cette définition, la notion d'actif est assez simple à comprendre. Un actif est un élément de patrimoine détenu en positif par un agent économique. Par exemple, si je possède un appartement, cet appartement fait partie de mes actifs. Simplement, la monnaie est un actif de nature financière. C'est un avoir en banque, donc de nature financière. Petit 1, les 3 fonctions économiques de la monnaie. De manière classique, les économistes définissent la monnaie par ce qu'elle permet de faire, plus précisément par les fonctions économiques qu'elle remplit, par les services qu'elle rend, si vous voulez. Cette approche de la monnaie n'est pas nouvelle, elle remonte au philosophe grec Aristote, et les économistes considèrent généralement que la monnaie remplit 3 grandes fonctions économiques. La monnaie est un intermédiaire des échanges, la monnaie est également une unité de compte et la monnaie constitue une réserve de valeur. Première grande fonction de la monnaie comme intermédiaire des échanges. Je vous propose d'aborder cette fonction au travers d'un extrait du manuel macroéconomie de Paul Krugman et Robin Wells chez Debuck 2019. Je lis l'extrait. Prenez l'exemple d'un chirurgien cardiaque qui veut acheter un nouveau réfrigérateur. Le chirurgien a des services de valeur à offrir, des opérations du cœur. Le propriétaire du magasin
a des biens de valeur à offrir, des réfrigérateurs et d'autres appareils ménagers. Dans un système de troc, un chirurgien cardiaque et un propriétaire de magasin d'appareils ménagers ne pourraient échanger que si le propriétaire du magasin se trouvait avoir besoin d'une opération du cœur et si le chirurgien se trouvait avoir besoin d'un nouveau réfrigérateur. On appelle cela le problème de la double coïncidence des besoins. Dans un système de troc, les deux parties ne peuvent échanger que si chacun désire ce que l'autre a à offrir. La monnaie résout ce problème. Les individus peuvent échanger ce qu'ils ont à offrir contre de la monnaie et échanger de la monnaie contre ce qu'ils veulent. Ici, l'idée est que la monnaie sert d'agent de circulation et en ce sens, la monnaie facilite les échanges, elle accélère les échanges parce qu'elle résout cette problématique fondamentale de l'échange que les économistes qualifient de double coïncidence des besoins ou double coïncidence des désirs. Une notion sur laquelle nous allons insister dans un instant. Bien, une manière de bien comprendre la fonction de la monnaie comme intermédiaire des échanges est d'imaginer ce que serait la vie quotidienne s'il n'existait pas justement d'intermédiaire des échanges. Si les échanges prenaient la forme du troc, c'est-à-dire de l'échange de biens ou services contre d'autres biens ou services, les agents économiques seraient alors confrontés, nous l'avons dit, au problème de la double coïncidence des besoins. Pour qu'un échange se réalise entre deux agents économiques, il faudrait que chacun dispose de quelque chose que l'autre veut. Ainsi, un chirurgien cardiaque ne pourrait acheter un réfrigérateur que s'il trouve un commerçant prêt à échanger ce produit contre une intervention cardiaque, ce qui peut être passablement compliqué. Prenons un autre exemple si vous voulez. Si l'on veut échanger 14 pommes contre une poule, il faut absolument trouver quelqu'un qui veuille bien échanger sa poule contre 14 pommes. Bien, au final, l'absence d'intermédiaire des échanges limite donc les échanges au sein d'une communauté. Bien, deuxième grande fonction de la monnaie comme unité de compte, c'est-à-dire comme unité commune à partir de laquelle on peut quantifier la valeur d'un bien. Pour la démonstration, revenons à Aristote et supposons une société dans laquelle 4 agents ont 4 biens à échanger: céréales, viande, vêtements, outils. Bien, pour commencer, dans un système de troc, combien de rapports d'échange faut-il calculer? Nous pouvons les énoncer. Céréales contre viande, céréales contre vêtements, céréales contre outils, viande contre vêtements, viande contre outils, vêtements contre outils, soit un total de 6 rapports d'échange. Une économie comprenant n biens implique n facteur de n-1, le tout divisé par 2, rapport d'échange. D'où 4 fois 3, la totalité divisée par 2 donne 6. Si maintenant l'un de ces biens, par exemple l'outil, je ne choisis pas l'outil au hasard, est choisi comme étalon monétaire, on obtient alors outils contre céréales, outils contre viande, outils contre vêtements, soit 3 rapports d'échange. Dans une économie comprenant n biens, l'introduction d'une unité de compte implique n-1 rapport d'échange, d'où 4 moins 1 égale 3. Au total, dans une économie, plus il y a de biens à échanger, plus le troc est compliqué et plus il y a besoin de monnaie. En d'autres termes, la monnaie comme unité de compte est la référence commune de mesure, l'étalon qui permet de déterminer une valeur.
On peut ici faire le parallèle avec le gramme qui permet d'évaluer une masse, avec le mètre qui permet d'évaluer une longueur, ou encore le litre qui permet d'évaluer une capacité. Il est en effet infiniment plus commode d'évaluer un produit par rapport à un étalon unique que de fixer les relations d'échange de ce produit avec toutes les autres marchandises. La monnaie permet donc d'établir une échelle de prix simple et unique, exprimée en unités monétaires. Ici, la monnaie est une concrétisation de la valeur des biens et des services qui sont échangés entre les agents. Troisième grande fonction de la monnaie comme réserve de valeur. Ici, c'est l'idée que l'utilisation de la monnaie peut être retardée. En effet, la monnaie rend possible l'utilisation différée dans le temps de la valeur d'échange qu'elle représente. Autrement dit, celui qui détient la monnaie n'est pas dans l'obligation de la dépenser immédiatement. À l'instar d'autres actifs, par exemple les valeurs mobilières, actions et obligations, ou bien les biens immobiliers, la monnaie est un instrument d'épargne, c'est-à-dire un moyen de conserver la richesse. On dit aussi en économie le patrimoine. Quand même, une particularité de la monnaie est que de tous les actifs, la monnaie est considérée comme le plus liquide. Cela signifie que son acceptation par tous lui confère un pouvoir libératoire sur tous les marchés. La monnaie représente un pouvoir d'achat immédiat, indéterminé et général. Ainsi, hormis le risque d'inflation, alors petit rappel, l'inflation correspond à une hausse générale, durable et auto-entretenue des prix. Générale car elle concerne les prix de tous les biens et services, et durable parce que effectivement elle dure dans le temps. Eh bien, hormis le risque d'inflation, qui a la capacité de percer les blindages des coffres-forts et de réduire la valeur de la monnaie, eh bien la détention de monnaie ne fait courir aucun risque de perte en capital à son détenteur. Ainsi, la monnaie remplit 3 grandes fonctions. Elle est un intermédiaire des échanges. En ce sens, les biens et services s'échangent contre de la monnaie. La monnaie est également une unité de compte, ce qui signifie que la valeur des biens et services, leur prix est exprimé en unité monétaire. Et enfin, la monnaie est une réserve de valeur, ce qui signifie que la monnaie peut être conservée sans trop perdre de valeur au cours du temps. Illustration. Associez à chaque citation la fonction de la monnaie à laquelle il est fait référence. Selon l'expression de John Maynard Keynes, économiste britannique de la fin du 19e, début du 20e, la monnaie est un pont entre le présent et l'avenir. Ici, c'est réserve de valeur. Pour Karl Marx, économiste du 19e siècle, la monnaie est un équivalent général. Ici, c'est l'unité de compte. Enfin, pour Paul Samuelson, auteur du plus célèbre manuel d'économie, l'économique et prix Nobel d'économie, la monnaie est désirée non pas pour elle-même, mais pour les choses qu'elle permet d'acheter. Ici, la monnaie est un intermédiaire des échanges. Petit 2, les fonctions sociales et politiques de la monnaie. Souvenez-vous, en début de vidéo, je soulevais un paradoxe. Je décrivais les pièces comme de petites rondelles de métal de différents alliages, ornées, et les billets comme de petits rectangles de papier ou de fibres de coton. Et puis je m'interrogeais sur les raisons qui poussaient le commerçant à accepter ces objets, a priori sans grande valeur, en échange de biens et de services qui, eux, ont de la valeur. De fait, la monnaie est acceptée par tous alors que sa valeur réelle, telle que je viens de la décrire, est faible. En réalité, les économistes distinguent la valeur faciale de la monnaie, qui est sa valeur conventionnelle, la valeur inscrite sur l'objet, ainsi un billet de 5 € vaut 5 €, et la valeur intrinsèque, qui correspond à ce que la monnaie coûte à produire. Le prix de revient du billet de 5 € est de quelques centimes.
De ce fait, la monnaie, acceptée par tous au sein d'une communauté de paiement, crée un lien institutionnel entre les agents économiques qui l'utilisent. D'ailleurs, elle en est le symbole. Il n'y a qu'à penser au graphisme sur les billets et les pièces. Ensuite, la monnaie remplit des fonctions politiques. En effet, elle est un élément de souveraineté des États. Par le passé, on frappait les pièces à l'effigie des rois, le louis d'or par exemple. Aujourd'hui, l'État dispose du monopole d'émission de la monnaie ayant cours légal, ce qui signifie que seuls ont un cours légal les signes monétaires auxquels cette caractéristique a été donnée par la loi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour la partie 2 sur